on va commencer. Bonsoir tout le monde. Pour ceux et celles parmi vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Catherine Descoteaux. Je suis la nouvelle coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Je suis dans ma 2e semaine en ce moment. Donc, c'est mon baptême de présenter ces webinaires-là. Je vous souhaite la bienvenue à ce 4e webinaire qui est dans une série de 6 qui va porter sur les droits humains et sur la COVID. Donc, je vois qu'on est vraiment nombreux ce soir. On est à peu près une centaine. Je suis vraiment contente de vous voir en si grand nombre. Donc, ceux et celles parmi vous qui avaient assisté au dernier webinaire, vous savez qu'on commence toujours par faire une petite mention sur le territoire sur lequel les bureaux de la Ligue se trouvent. Donc, dans son travail de promotion et défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations autochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Donc, si je vous parle un petit peu rapidement de la Ligue, elle a été fondée en 1963, donc elle fêtera dans 2 ans ses 60 ans. Son objectif est de faire connaître, défendre et promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits. Ces activités consistent essentiellement à intervenir auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation de droits de la personne, mais également de faire des activités d'information, de formation, de sensibilisation, des campagnes pour faire connaître le plus largement possible les enjeux reliés aux droits. Donc, j'en profite également pour vous inviter à devenir membre. Il y aura une campagne de renouvellement des adhésions qui va être lancée sous peu. Donc, je vous invite à être assidus par rapport à ça. Sinon, vous pouvez regarder sur le site web de la Ligue pour aller vous abonner. Donc, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on est le 4e panel d'une série de 6. Donc, la crise socio-sanitaire aura sans contredit propulsé la santé publique à l'avant-scène. Mais au-delà des interventions en temps d'urgence dont on a entendu parler, plus particulièrement dans la dernière année, quels sont les rôles et fonctions des autorités de santé publique au Québec? Donc, aujourd'hui, on peut voir que la santé publique, elle est appelée à agir bien au-delà de ce qu'on croit être ce champ d'intervention. Elle va jouer un rôle central sur les conditions nécessaires à la réalisation du droit à la santé, lequel va bien au-delà du seul accès à des soins de santé ou à l'accès aux soins hospitaliers. La santé publique, elle s'intéresse aux conditions de logement, à l'alimentation, aux conditions de travail, à l'environnement, etc. Ça met en lumière le concept de l'interdépendance des droits qui est si cher à la Ligue. Donc aujourd'hui, on fera le point sur l'état actuel du modèle québécois en santé publique avec ses objectifs, les défis qu'il rencontre et ses perspectives. Et sur ce, je vais laisser la parole à Martine Letarte qui va animer les discussions. Oui, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente encore une fois, même si c'est le 4e webinaire. Donc, je suis journaliste indépendante pour toutes sortes de médias québécois comme la presse, Le Devoir, Québec Science, Reflet de Société et d'autres. Donc, je suis vraiment heureuse d'animer cette série de webinaires pour la Ligue des droits et libertés. Donc, c'est vraiment des temps extraordinaires. Donc, ça fait du bien d'entendre ce genre de discussion-là et d'avoir ces réflexions-là ensemble. Donc, je disais déjà, on est au 4e webinaire. Donc, les prochains seront outils numériques et services publics, donc dans 2 semaines. Ensuite, il restera le tout dernier, le 21 avril, racisme systémique révélé. Donc, ce soir, santé publique. Donc, merci pour la présentation, Catherine. Donc, il y a toutes sortes de questions, en fait, qui nous ont animés pour organiser ce webinaire-là, parce que la santé publique au Québec, on ne savait pas tant ce que c'était avant, on dirait. En tout cas, on en entendait parler beaucoup moins. Donc, on va vraiment se pencher ce soir avec nos 2 invités. Donc, je vous les présente rapidement. Je vous les présenterai plus en détail plus tard. Mais donc, Marie-France Reynaud, qui est une professeure émérite au département de médecine préventive et santé publique de l'Université de Montréal. Elle a bien d'autres chapeaux aussi. Et Yves Bonnier-Vigé, qui est directeur régional de santé publique de la Gaspésie, Île-la-Madeleine, et aussi professeur à l'Université Laval. Donc, toutes sortes
de questions sur lesquelles on a réfléchi, donc entre autres, en quoi consiste en fait la santé publique au Québec, donc ses fonctions, ses rôles, ses moyens d'intervention, puis quels sont aussi les impacts de la récente réorganisation des services de santé et des services sociaux sur les capacités des différentes instances de santé publique à remplir leurs fonctions. Donc, c'est aussi des questions qui ont été dans l'actualité récemment. Ensuite, quelle est la portée du rôle de la santé publique dans la réalisation du droit à la santé, notamment en regard des déterminants de la santé? Quelle est l'influence de la santé publique donc sur les enjeux sociaux, les politiques publiques? Aussi, quels moyens dispose-t-elle ou devrait-elle disposer pour avoir une portée significative ou plus significative? Quelles sont les perspectives? Puis, est-ce qu'on pourrait aussi s'inspirer d'autres modèles? Hein? C'est toujours intéressant de regarder un peu ailleurs ce qui se fait. Donc, je vous rappelle qu'on est bien sûr sur Zoom ensemble, mais aussi diffusé en simultané sur la page Facebook de la Ligue des droits et libertés. Puis le webinaire, il restera aussi, donc si vous voulez partager la bonne nouvelle, on y aura accès plus tard aussi. C'est aussi un webinaire où les questions du public sont importantes. Donc, vous allez pouvoir les poser dans la boîte de clavardage, mais il y en aura beaucoup, c'est certain. Donc, prenez le soin de nous indiquer question, 2 points, et allez-y avec votre question. Donc, ça va nous aider de faire le tri à travers les commentaires ou la bonification donc des interventions des fois qui se passent dans le chat. Donc, on veut vous entendre. Il y aura 2 périodes, il y a 3 périodes de questions en fait. Donc, une après la première intervention, ensuite une après la deuxième intervention et une plus large à la fin. Donc, ça veut dire rester toujours à l'affût, préparez vos questions. Il y aura plusieurs, on veut vous entendre en fait à plusieurs occasions. Donc, c'est maintenant le temps d'accueillir notre première panéliste, donc Marie-France Reynaud, qui est professeure émérite au département de médecine préventive et santé publique de l'Université de Montréal. Elle est aussi chef du département de médecine préventive et santé publique du CHUM, puis elle conseille la Direction générale de la santé publique du Québec dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Aussi, elle a écrit dans la revue de la Ligue des droits et libertés et son article est maintenant disponible là, sur le site web. Vous pouvez aller voir ça si ça vous tente. Donc, c'est sur la question de ce que c'est que ça, cette santé publique-là. Donc, voilà. Madame Reynaud, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Je remercie les organisateurs de la Ligue des droits et libertés de m'avoir invité. En santé publique, on veut toujours parler de droit à la santé, mais personne ne nous invite pour en discuter. Alors, on glisse dans nos présentations un petit mot sur le droit à la santé, mais c'est une grande opportunité d'être capable de présenter à un auditoire qui est si intéressé par cet aspect-là de notre travail. Je vais demander de l'aide pour la présentation de mon PowerPoint. Si on pouvait le mettre à l'écran. On va commencer au début. Voilà. Alors, la prochaine. Comme Mme Letarte vous l'a dit, on m'a demandé de discuter de beaucoup de choses, le rôle de la santé publique, les déterminants de la santé, notre capacité d'influence et aussi d'autres modèles. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ces enjeux-là, en tout cas un peu dans ma présentation et certainement beaucoup dans la discussion qui suivra. Prochaine diapo. Je voudrais d'abord faire une distinction pour ceux qui auraient une origine européenne. J'ai travaillé pendant quelques années en Europe et santé publique ne veut pas dire exactement la même chose en Europe qu'on l'entend au Québec. Alors souvent en Europe, santé publique veut dire système public de santé. Et les gens qui enseignent la santé publique sont aussi très préoccupés de l'organisation des services. Ici,
la santé publique concerne à peu près tout sauf l'organisation des services. Quand même un peu l'organisation des services auparavant. Depuis que M. Barrette est passé au ministère de la Santé, plus du tout, là. C'est revenu un peu avec la COVID, mais la mission première de la santé publique, c'est vraiment d'intervenir en amont et non quand les problèmes de santé sont déjà déclarés. Donc, en faisant de la surveillance, en faisant de la promotion de la santé, de la prévention, et ce que vous voyez beaucoup ces temps-ci, là, que c'est la protection de la santé. Alors, souvent, on pense que l'accès à la santé, c'est l'accès aux services. On voit beaucoup ça dans des revendications, notamment là, pour les migrants, que l'accès aux services est mis de l'avant. Je voudrais remettre ça en perspective. Il y a beaucoup d'autres déterminants qui sont importants dans la réalisation du droit à la santé et peut-être l'accès aux services est le moins important de tous ces déterminants-là. Prochaine diapo. Alors, on a une certaine fierté au Canada d'avoir développé en 1974, avec le rapport Lalonde, une conception globale de la santé qui, après les 30 glorieuses, où on avait mis en place tous les systèmes de santé, où on pensait que l'universalité des systèmes de santé était pour régler les inégalités sociales dans l'accès aux soins et dans l'accès à la santé surtout. On a développé un modèle qui était beaucoup plus proche de la réalité, où on disait il y a plusieurs déterminants de la santé. La biologie humaine en est un, les environnements physiques et sociaux, les habitudes de vie et le système de soins. Prochaine diapo. J'ai dit qu'on était très fiers d'avoir développé cette première conception, mais il faut avoir un peu d'humilité parce que ce n'était pas la première fois dans l'histoire où on en parlait. Et vous avez une photo de Rudolf Virchow, qui était un des médecins de santé publique là, de la fin du 19e siècle, qui disait que l'étiologie des maladies était plurifactorielle, que les facteurs les plus importants, c'était les conditions de vie des gens et que, dans le fond, la médecine était en fait une science sociale, ou devrait être une science sociale. Prochaine diapo. Alors, dans ces déterminants de la santé, on a fait quand même une certaine hiérarchie. Cette hiérarchie-là dépend évidemment des problèmes, mais l'Institut canadien là, de la recherche avancée a produit une modélisation qui estimait l'impact des déterminants de la santé, qui donnait la prépondérance à l'environnement social et économique. Le système de soins est important, mais comme vous le voyez, beaucoup moins. Pour ce qui est de la biologie et de la génétique, dépendant évidemment des conditions, encore moins. À ce moment-là, quand cette recherche-là a été faite, on connaissait beaucoup moins sur les environnements physiques. Et je pense que maintenant, si on avait à refaire cette tarte-là, on verrait que les environnements physiques ont pris beaucoup plus d'importance et probablement pas au détriment des environnements socio-économiques, mais au détriment du système de santé et de la biologie et de la génétique. Prochaine diapo. Alors, les déterminants de la santé, ça n'arrive pas au hasard dans une population, ça arrive de façon assez structurée selon la stratification sociale. C'est les premières études qui ont montré ça, les études de Whitehall qui étudiaient des employés là, de l'État anglais et qui montraient que les facteurs de risque et d'autres facteurs qu'on ne pouvait pas non plus mettre de l'avant étaient responsables des maladies cardiovasculaires et de la mortalité par maladie cardiovasculaire selon un gradient vraiment en fonction d'une stratification sociale. Ce sont les premières études qui l'ont démontré. Depuis, ça a été démontré
dans tous les pays pour une immensité de problèmes de santé, des traumatismes aussi. Il n'y a presque pas d'exception à cette règle-là là, d'un gradient dans les problèmes de santé en fonction de la stratification sociale. Prochaine diapo. Alors, la commission sur les déterminants sociaux de la santé a essayé de synthétiser comment conceptuellement on pouvait voir ça. On ne s'étendra pas sur ce schéma-là, mais vous voyez l'importance là, de ce qu'on a appelé les déterminants structurels, le contexte socio-économique et politique, la gouvernance, les politiques macroéconomiques et aussi les normes sociales. Prochaine diapo. Les déterminants de la santé, ça se construit aussi, ça arrive tout au long de la vie et une défavorisation à la naissance va entraîner une série d'autres facteurs de risque pour la santé qui conduit là, aux différences d'espérance de vie qu'on observe. Alors, prochaine diapo. On voit qu'à la naissance, on a déjà plus de faible poids, de prématurité, d'enfants qui ont des problèmes. Prochaine diapo. Quand on est comme ça avec des fragilités, on a aussi plus de chances d'avoir des problèmes de maturité scolaire, c'est-à-dire d'arriver à l'école moins bien préparé. Prochaine diapo. Moins bien préparé à l'école, plus de décrochage scolaire, évidemment. Prochaine diapo. Si on décroche davantage, moins de diplômes, une moins bonne insertion professionnelle et aussi beaucoup de précarité dans l'emploi par la suite. Prochaine diapo. Mauvais emploi, mauvais revenus et ça se distribue là, dans les quartiers, notamment à Montréal, là, de façon très, très différente selon les arrondissements ou les sous-quartiers. Prochaine diapo. Dans les quartiers, ces quartiers-là où les gens qui ont des faibles revenus vont s'installer, il y a beaucoup de facteurs de risque pour la santé. Il y a des logements insalubres, il y a des traumatismes, il y a des îlots de chaleur, il y a les normes sociales pour le tabagisme sont différentes. Même l'inspection pour le tabagisme est différente. Prochaine diapo. Alors, ce n'est pas étonnant de se retrouver avec des gens en moins bonne santé au bout de tout ce parcours-là. Prochaine diapo. Et c'est ce qu'on mesure, nous, par l'espérance de vie. C'est ce qui s'est construit tout au long de la vie depuis la naissance. Prochaine diapo. Ça vous explique aussi ce parcours de vie-là. Notre intérêt pour ce qui se passe dans la petite enfance, et vous verrez souvent des interventions de santé publique qui se préoccupent de la maturité scolaire. Plusieurs personnes pourraient dire que ce n'est pas tout à fait un problème de santé, le développement des enfants, mais nous, on sait très bien qu'à moyen et à long terme, ça aura des incidences importantes sur le développement des enfants. Alors, oui, des déterminants de la santé, des déterminants sociaux, mais comment on peut intervenir là-dedans? On n'est pas des politiciens, on n'a pas de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer ces dossiers-là? Le levier peut-être le plus important et qui est consacré là, dans nos lois au Québec, c'est l'obligation pour les directeurs de santé publique, puis Yves pourra vous en parler plus tard, d'informer la population sur les risques à la santé. L'information, c'est un levier puissant puisque ça permet notamment aux groupes qui revendiquent et aux groupes communautaires et aussi à d'autres institutions de pouvoir étayer leur dossier pour des demandes de modification politique. Alors, je vous montre une diapositive là, qui est toujours aussi éloquente, même si elle date de plusieurs années. Si on extrapolait, la situation serait encore pire, qui montre le taux d'incidence de tuberculose chez les immigrants, les non-autochtones
et les Autochtones nés au Canada. Et vous voyez que ce qui se confond quasiment avec l'abscisse, c'est les non-autochtones nés au Canada qui ont des taux extrêmement bas de tuberculose. Et on voit comment les immigrants, au fur et à mesure de leur intégration, là, ont eu une certaine amélioration, mais sont quand même très touchés. Et que les Autochtones, malheureusement, là, ont toujours un accès à la santé aussi déplorable au Canada. Prochaine diapo. Plus localement, vous connaissez peut-être ces travaux-là qui ont été faits à la Direction de santé publique de Montréal de calculer l'espérance de vie par CLSC. Ça a été beaucoup repris par les organismes communautaires, surtout quand on détaille là, tous les problèmes de santé qui justifient là, et tous les problèmes d'environnement bâti, de logement, etc., qu'on retrouve dans les quartiers. Prochaine diapo. Alors, je vous présente un schéma qui est assez simple, qui a été utilisé dans une initiative de recherche très importante qui évaluait 500 interventions de santé publique pour réduire les inégalités sociales de santé. Ce modèle conceptuel-là est assez simple. Ça dit le statut socio-économique entraîne des déterminants de la santé, bons ou mauvais, là, selon où on se situe dans l'échelle sociale, qui entraîneront une mauvaise santé. Alors, on a le choix soit d'agir directement sur le statut socio-économique, réduire la pauvreté, soit agir sur les déterminants intermédiaires, le logement, le tabagisme, etc., ou de donner des services supplémentaires pour les gens qui sont déjà malades et pauvres et malades, comme disait Yvon Deschamps. Une autre stratégie aussi, c'est de travailler pour que le statut de santé n'entraîne pas une plus grande pauvreté. Il y a quelques interventions comme ça. En résumé, cette équipe-là des Pays-Bas a montré que les interventions les plus efficaces, c'était celles qui étaient le plus en amont, donc qui travaillaient sur la réduction de la pauvreté, que celles qui travaillaient sur les déterminants avaient quand même une efficacité assez intéressante, mais que de continuer à ajouter des services, c'était coûteux avec relativement un peu de résultats. Prochaine diapo. Je vais donner l'exemple du logement. Prochaine diapo. Alors, c'est un problème à Montréal. Donc, c'est un déterminant intermédiaire entre la pauvreté et la mauvaise santé. À Montréal, il y a une situation particulière au Québec. 60% des Montréalais sont locataires. C'est même particulier au Canada. Et 40% de ces locataires-là dépensent plus de 30% de leurs revenus pour se loger. Donc, on considère qu'ils ont, on appelle ça un taux d'effort, que la part qu'ils consacrent à leur logement empiète sur d'autres nécessités vitales. On a un logement sur 3 qui présente un facteur d'insalubrité aussi à Montréal. Et on a des HLM, mais une grande demande pour des HLM. Et il y avait une liste d'attente en 2020 de 22 000 logements sociaux. On sait que le logement en soi a un impact sur l'insécurité alimentaire parce que si on est capable de consacrer, par exemple, comme dans un HLM, 25% de son revenu à se loger, bien, ça nous dégage assez d'argent pour être capable de manger. Dans le cas inverse, comme le loyer, c'est une dépense incompressible, ça explique l'augmentation de la fréquentation des banques alimentaires à Montréal et partout dans la province d'ailleurs. Donc, le logement, un problème. Prochaine diapo. Nous, on est appelés en santé publique pour des cas comme ceux-là, alors des questions d'insalubrité, vous voyez la moisissure. On sait que ça donne des problèmes divers, ça donne des problèmes d'asthme, ça entraîne aussi
de la vermine. Et les gens essaient de se débarrasser de la vermine. Donc, ils essaient de contrôler ça avec des pesticides. Ils ont souvent aussi des effets des pesticides. Alors, tout ça, ça a des répercussions sur la santé là, qui sont bien documentées. Prochaine diapo. Comme ils se retrouvent aussi dans cette situation-là de logement insalubre à vouloir améliorer leur sort, ben, ils essaient tout le temps de déménager. L'instabilité résidentielle, ça a aussi en soi des impacts, notamment pour la scolarisation des enfants, pour leur réseau social, etc. Prochaine diapo. Comme les logements qu'on essaie de se payer sont plus ou moins grands, et on voit qu'à Montréal, les 3 chambres à coucher et plus, ça date un peu, mais la situation s'est encore détériorée. Il n'y en a pas à bas. Pour les bas revenus, c'est très difficile de trouver un 3 chambres à coucher et plus, sauf dans les HLM. Alors, les gens ont tendance à louer plus petit parce que c'est ce qu'ils sont capables de s'offrir. On a vu avec la pandémie comment ça avait été déterminant dans certains quartiers de Montréal, le surpeuplement des logements. Pour plusieurs familles, notamment des familles immigrantes récentes, qui ont beaucoup d'enfants et qui vivent aussi avec des personnes âgées, puis qui étaient, disons, surreprésentés dans les travailleurs essentiels, les travailleurs de première ligne, les préposés aux bénéficiaires. On a vu un taux de contamination là, qui s'est propagé énormément dans les quartiers plus défavorisés où on avait là, ce surpeuplement-là de logements. Prochaine diapo. Alors, quelle est la solution à ça? La Direction de santé publique de Montréal, dans un rapport là, qui est arrivé heureusement en même temps que les élections fédérales, en a profité pour monopoliser tous ceux qui voulaient se faire élire à Montréal dans un grand rassemblement où tous les acteurs du logement sont venus exprimer leurs préoccupations et ont interpellé les gens qui se présentaient. Et il y a des chefs de parti qui sont venus à ce moment-là. Le Parti conservateur ne s'était pas présenté, mais il n'y avait pas de candidat à Montréal qui risquait de se faire élire. Mais quand même, on a eu des gens du Parti libéral. Et ce qui a été présenté comme programme politique a pu être discuté avec toutes les personnes du logement. On a été assez contents par la suite de voir que les conclusions du rapport du directeur sur le logement étaient reprises par la SCHL dans des appels de propositions et que le budget pour le logement social a débloqué. Loin de nous l'idée qu'on était instrumental à ce point là, dans le déroulement des choses. Il y a des groupes communautaires qui militaient depuis des décennies pour la même chose. Mais on pense que le fait que la santé publique a fourni des données, notamment de dire que les locataires étaient en insécurité alimentaire avec des enquêtes, d'être capable de démontrer qu'un logement sur 3 avait un facteur d'insalubrité à Montréal, ça a aidé les autres groupes à pousser leur agenda auprès des politiques et on espère que ça a eu un impact. Je pourrais en discuter plus s'il y a des questions. Je voudrais conclure bientôt parce que mon temps est presque terminé. Prochaine diapo. Alors, est-ce qu'on a, puis brièvement, qu'est-ce qu'on a comme outil aussi au Québec? On a une loi sur la santé publique qui donne au ministre de la Santé le pouvoir de se prononcer sur les politiques et programmes qui sont développés dans tout l'appareil gouvernemental.
On a été au Québec les précurseurs. Alors, on demande s'il y a des modèles ailleurs. En fait, c'est nous qui avons été pris comme modèle. Mais l'Australie du Sud, pour ceux que ça intéresse, ont appliqué ce principe de la santé dans toutes les politiques de façon beaucoup plus assidue que nous, on l'a fait. Parce que même si on a une loi qui est très explicite sur ce qu'on peut faire, les ressources pour la promotion de la santé ont été dramatiquement diminuées avec la venue de M. Barrett et sa réforme. Alors, les directions, notamment les directions régionales de santé publique, ont été amputées de leur budget d'environ le tiers, certaines plus que le tiers même. Et c'est sûr qu'il y a des responsabilités incontournables en santé publique, dont celle de protéger la santé là, contre les éclosions et les épidémies, et les ressources pour la promotion de la santé, ceux qui étaient dégagés justement pour faire ces plaidoyers, pour travailler sur la santé, pour travailler sur les traumatismes et tout ça, ben, c'est d'eux dont on s'est départis malheureusement. Et c'est très difficile quand on perd de l'expertise qui est bâtie depuis des années là, de rebâtir ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Puis je termine avec ça. Il faut évidemment une volonté politique, mais depuis que je conseille pour la pandémie, je vois d'un autre côté que la volonté politique, elle est vraiment conditionnée par la volonté collective. Et que le genre de discussion qu'on a ce soir, tout le monde ensemble, je pense que ça peut faire avancer la volonté politique de mettre de la santé dans toutes les politiques et d'agir efficacement sur les déterminants de la santé pour la réalisation de ce droit-là à la santé dont on parle ce soir. Je vous remercie. Merci, Mme Reynaud. Très intéressant. On a déjà énormément de questions. Donc, c'est encore le temps d'en rédiger. Allez-y, cher public. Sinon, je commence avec une qui est très, très d'actualité. Vous avez en fait déjà parlé là, des budgets de la santé publique qui avaient été coupés. Là. Donc, considérant, là, vous avez expliqué comment il est important d'agir en amont pour les déterminants sociaux de la santé. Donc, que devrions-nous surveiller dans le budget du Québec qui sera rendu public demain? Oui. En fait, si je pousse mon raisonnement au maximum, là, on devrait voir plus d'investissement dans les autres ministères qui sont capables de produire de la santé. Que dans les services de santé. Alors, on devrait subventionner davantage la SHQ, par exemple, pour ses programmes d'accès-logis, pour ses suppléments au loyer. On devrait aussi voir plus d'argent pour la création de bibliothèques publiques au ministère de la Culture pour être capable de favoriser la littératie, parce qu'on sait que ça aussi, c'est un déterminant social de la santé. On devrait voir plus d'argent pour les CPE, parce qu'il faut intervenir très tôt. On sait que nos CPE sont très efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc, on devrait voir ça. Pour ce qui est du budget de la santé publique, c'est sûr que tout l'argent actuellement va au contrôle de la pandémie. Est-ce qu'on pourra garder ce niveau d'investissement-là quand la pandémie sera sous contrôle? Et ça va arriver bientôt. Là. Je peux vous l'assurer que dans quelques mois, on sera rendu ailleurs par rapport à la pandémie. Est-ce qu'il y aura un désinvestissement en santé publique? C'est ça qu'il faudra surveiller. Parfait. J'aimerais aussi vous entendre. Il y a plusieurs questions là, qui portent un peu sur le rôle
de la santé publique, tout l'aspect politique. Donc, on aimerait, plusieurs questions là, sont un peu là-dessus. Donc, est-ce que vous avez une liberté de prendre position politiquement, de demander des choses? Est-ce que ça se peut que des fois, on vous coupe, on vous empêche là, de documenter certains déterminants sociaux? Est-ce qu'il y a de l'instrumentalisation des fois qui sont faits? Donc, bref, peut-être clarifier un petit peu l'indépendance puis le rôle là, en lien avec la politique. J'en ai parlé un peu. Hein. Les lois québécoises donnent des pouvoirs au directeur national et au directeur régional, dont celui le devoir d'informer la population sur les menaces à sa santé. Il y a même d'autres pouvoirs qui sont donnés, le pouvoir d'interpellation. Bon. Donc, ce n'est pas une structure, même si c'est vrai que les budgets viennent du gouvernement et qu'il y a toutes sortes de façons de plus ou moins favoriser ça, notamment justement les diminuant, en coupant en promotion de la santé. Il reste que des acteurs très motivés que sont les gens en santé publique sont capables, puis c'est pas ça qu'on souhaite, mais sont quand même ont des compétences pour sortir des données et être capables de monter des dossiers. On a vu que même si les directions de santé publique avaient été coupées du tiers de leur budget, ils ont quand même continué de s'investir, à faire des plaidoyers, à demander des changements de politique dans différents domaines. C'est sûr qu'on a peut-être, et c'est peut-être une bonne chose, la disette entraîne de la créativité, c'est connu. Faites davantage appel aux chercheurs universitaires qui sont aussi beaucoup plus investis en santé publique. Et ça fait des alliances assez gagnantes, étant donné de la liberté académique quand on la comprend là, dans son sens le plus noble. Parfait. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de notre définition là, de la santé globale. Je pense qu'il avait été le concept date de 1974. Est-ce que ça a été revu depuis? Ben, en fait, oui, là, parce que la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS en 2008 a fait un rapport qui était vraiment intéressant. Puis ceux qui s'intéressent au sujet, là, il est disponible en français puis dans plusieurs langues sur le site de l'OMS qui s'appelait « Combler le fossé en une génération ». Mais les principes qui étaient présents là, déjà en 1974, que le système de santé ne réglerait pas tout et qu'il fallait s'intéresser aux environnements et physiques et sociaux restent. Maintenant, on a développer beaucoup plus de connaissances sur les impacts de l'environnement physique sur la santé. Et donc, c'est plus présent que ça l'était en 1974, certainement. Vous avez parlé aussi d'un peu de la collaboration de la santé publique avec les organismes communautaires plus militants. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire assez régulièrement? Est-ce qu'il y a un mode de coopération qui peut être pensé là, peut-être pour optimiser un peu cette collaboration-là? Moi, je pense qu'il faut que chacun sache son rôle. Il ne faut pas que la santé publique devienne un organisme militant parce qu'elle va perdre de son pouvoir d'influence. Il faut que ça soit un organisme scientifique qui produit des données scientifiques mais évidemment, le choix des sujets où on va investir notre science est loin d'être anodin, là, et puis est annoncé. Ce qui est bien, c'est quand les organismes peuvent nous citer, puis qui citent un organisme crédible, public, qui produit des données. Je pense que avec les discussions qu'on a souvent eues avec eux, c'est ce qu'ils aimaient le plus, dans le fond, qu'on leur donne des données pour étayer leur dossier, puis qu'eux puissent porter leurs revendications. C'est sûr qu'on fait des plaidoyers aussi, qui sont souvent
peut-être un peu plus général que le plaidoyer qu'un organisme peut faire là, pour un sujet particulier. Il y a des convergences à ce moment-là, mais c'est bien qu'on garde notre statut à nous, là, qui est celui d'être des scientifiques qui produisons des connaissances pour aider à avancer l'état de la santé de la population. Bon, j'ai une autre question qui part dans un autre champ, mais qui est très important. C'est très important de se poser ces questions-là aussi. Donc, c'est vrai que dans votre présentation, ce qui frappe, c'est le statut, tout l'impact du statut socio-économique, puis de la pauvreté, donc qui a vraiment un impact sur la santé. Est-ce que la santé publique aborde aussi des facteurs comme tu regardes les questions comme le sexe, donc le genre, la race, la situation de handicap, donc qui influencent aussi là, grandement le statut socio-économique? Oui, mais on pourrait dire aussi qu'en travaillant, par exemple, je vais donner l'exemple d'un rapport qui est plus récent, là, qui travaillait sur les agences de location personnelle. En travaillant sur l'encadrement des agences, sur les lois du travail, sur les normes, on touche plusieurs de ces populations-là qui sont plus vulnérables. Des immigrants récents aussi, des communautés culturelles, racialisées. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations-là qu'on peut aider par des macro-politiques là, autour de ça sans saucissonner en différentes politiques. La question du genre, évidemment, est toujours présente dans les analyses, ça va de soi. La question de l'origine ethnique aussi, les façons de le mesurer sont très différentes et souvent, on est des utilisateurs des grandes enquêtes. Hein? Par exemple, tout ce que fait l'Institut de la statistique ou Statistique Canada, on leur demande leurs fichiers et on les traite. Donc, on est un peu pour certaines données qui ne sont pas demandées. Je donne l'exemple du dernier rapport sur les Autochtones. Il y avait, dépendant des grandes enquêtes, il y avait plus ou moins d'informations sur le statut des Autochtones, de sorte que ça limite notre capacité aussi à faire des corrélations parce qu'on a, dans le fichier de base, on n'a pas ce qu'il faut. Mais quelquefois aussi, bon, le fait qu'on nous demande souvent de produire des données à des échelles très petite, locale, fait qu'on n'est pas capable de mener ces analyses-là, là, faute de puissance statistique. Alors, on s'intéresse à ça, mais on pense que dans nos grands déterminants comme le logement, les lois du travail, le revenu, l'aide sociale, on aide plusieurs personnes. La question par exemple, comment se fait-il qu'un enfant qui naît avec un handicap au Québec a plus de chances de se retrouver à l'aide sociale plus tard? Des histoires de parcours de vie où on illustre des politiques publiques, c'est des choses qui se font aussi, là, puis qui amènent à des changements. Alors, on a un ancien directeur national de santé publique qui pourrait compléter certainement. Oui, on y arrive très bientôt. J'irais peut-être avec une dernière, en tout cas, une des dernières questions, mais je trouve que quand même, ben, on a plusieurs. J'avoue que c'est bon. C'est pas toujours facile de faire un choix. Donc, disons... ben c'est ça, vous avez parlé, ben ça aussi, c'en est une bon, on pourra revenir par la suite, mais vous avez parlé de la difficulté peut-être d'aller
d'aller prendre des données quoi, sur le terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup, j'imagine, de vous vous fiez beaucoup à des données qui existent déjà ou vous allez en chercher sur le terrain. Et aussi, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez le clivage entre le Montréal et le reste des régions. Est-ce que vous avez plus de moyens à Montréal? Est-ce que c'est plus facile de prendre position versus les régions? En fait, une des façons de travailler des dernières années, ça a été que Montréal produise certaines données, y compris pour d'autres régions qui étaient moins bien pourvues, et que les directeurs régionaux de santé publique présentent ensemble des mémoires, des plaidoyers. Puis l'expertise montréalaise fédérait ça. C'est sûr qu'il y a peut-être, effectivement, à cause de la taille de la population, Montréal a plus de ressources, évidemment, que Gaspésie, les îles, mais il y a eu des initiatives très intéressantes qui ont été prises, notamment avec Gaspésie, les îles, là, pour l'aide sociale, pour illustrer les réalités montréalaises, mais aussi les réalités en région qui sont différentes. Où ça ne se présente pas de la même façon. Et je trouvais que le fait de fédérer toutes les régions, ça augmentait la capacité de plaidoyer. Montréal était gagnant. C'était vraiment win-win de ce côté-là. Mais c'est sûr que les régions n'ont pas toutes la même capacité de produire des données. Et vous avez aussi évoqué la question qu'en ce moment, la santé publique est énormément prise avec toute la pandémie, alors qu'on sait quand même que ce qui fait vraiment une différence sur la santé de la population à long terme, là, c'est vraiment d'agir sur les déterminants socio-économiques. Est-ce qu'il reste quel espace reste-t-il en ce moment ou restera-t-il bientôt pour ces questions-là? Est-ce qu'on risque d'être tellement concentré sur les virus qu'on oublie un peu ces éléments-là? Moi, je suis une optimiste naturelle, là, fait que, comme je vous l'annonce, alors vous mitigerez mes propos. Je trouve que la pandémie, ça a quand même montré beaucoup de choses. Peut-être que ça va nous servir par la suite, parce que notre motivation à travailler sur les déterminants sociaux, elle est intacte. Mais on a vu que laisser des gens dans des conditions de logement inacceptables, ça avait des répercussions sur eux et sur l'ensemble de la société. On ne peut pas, que le fait que, par exemple, il y a eu, pour les migrants sans papier, il y a eu un accès beaucoup plus facile, reconnu par le gouvernement du Québec d'avoir accès, même sans carte d'assurance maladie. Au vaccin, c'est pareil. Alors, j'espère qu'on va se souvenir de ça, là, puis qu'on va pouvoir travailler sur les déterminants sociaux, puis que les gens auront pris conscience de tout l'impact que ça a dans la pandémie. Je dirais aussi que travailler à éliminer ce virus-là de notre quotidien, pour moi, c'est travailler aussi à réduire les inégalités sociales de santé parce que comme les gens au bas de l'échelle ont été davantage touchés parce qu'ils ne pouvaient pas faire du télétravail ou toutes ces raisons-là à cause des logements trop petits, le plus vite on se débarrassera du virus, le mieux ils se trouveront et nous aussi. La santé physique a pris beaucoup d'importance aussi en ce moment. On en parle de la santé mentale, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que vous faites beaucoup de recommandations aussi à ce niveau-là où on sous-finance aussi même dans vos données, disons, est-ce qu'en santé publique aussi, la santé mentale est un peu oubliée? On essaie d'y toucher, mais on n'a souvent pas des indicateurs très, très fins. Là. Comment les gens évaluent leur propre état de santé mentale puis leur détresse.
quand on pouvait travailler sur les services de santé, en fait, à Montréal, on avait identifié évidemment l'accès aux services de première ligne, mais aussi les services de santé mentale et les services dentaires, où il y a vraiment un système à 2 vitesses actuellement au Québec, ce qui n'est pas le cas pour le reste des services de santé, mais pour ce qui est des dents puis des problèmes psychologiques, clairement, il y a un système à 2 vitesses sur lequel on travaillait à l'époque. Parfait. Donc, peut-être là, c'est vrai. Dernière question qui va un peu nous amener ailleurs. Est-ce que, considérant le rôle que la santé publique est appelée à jouer sur les déterminants de la santé, comment voyez-vous la contribution des institutions de santé publique dans la définition de la relance économique qu'entend mettre de l'avant le gouvernement suite à la pandémie? Alors, on a plusieurs personnes qui sont intéressées à travailler là-dessus. Je pense qu'on saisira toutes les opportunités pour faire valoir notre expertise là-dedans. Je pense qu'on a une expertise là, qu'on a développée au fil des années. J'espère que les gens ne nous en voudront pas trop de toutes les restrictions qu'on leur a imposées pendant tous ces mois de COVID et voudront encore nous entendre parler par la suite parce qu'on aura beaucoup de choses à dire pour la relance économique. Il y a déjà un groupe là, qui s'y penche. Parfait. Merci beaucoup, Madame Reynaud. Partez pas trop loin. On va entendre votre collègue, Monsieur Vigé, mais il y aura une autre séance de questions du public à la fin, donc qui sera plus générale. Donc, c'est maintenant le temps d'accueillir Yves Bonnier-Vigé, qui est médecin et épidémiologiste spécialiste en santé publique et médecine préventive au niveau international. Il est directeur régional de la santé publique de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et professeur au département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université Laval. Donc, on va avoir des réponses à nos questions sur les régions aussi. Donc, Monsieur Vigé, c'est à vous. Merci beaucoup de l'invitation et bonsoir tout le monde. Écoutez, on m'a posé 3 questions pour mettre la table. Alors, je vais essayer d'y répondre le plus brièvement possible pour pouvoir laisser plus de place à la discussion et aux questions. Alors, on m'a demandé un peu de décrire un peu plus factuellement en quoi consiste la santé publique au Québec, quelles sont ses fonctions, ses rôles, ses moyens d'intervention et entre autres choses, quels sont les moyens d'intervention des autorités de santé publique tels qu'ils sont décrits dans la loi de santé publique. Et on m'a demandé un peu de terminer avec les impacts de la récente réorganisation des services de santé et des services sociaux sur les capacités des différentes instances de santé publique à remplir leurs fonctions. Alors, pour commencer avec c'est quoi concrètement, Marie-France a beaucoup décrit ce que faisait et le rôle que devait jouer la santé publique, mais on fait ça comment? Essentiellement, la santé publique au Québec, je dirais qu'elle est divisée d'abord sur 3 niveaux. Le niveau local, le niveau régional et le niveau national. Et si on pense je vais commencer par le niveau régional. On se retrouve avec 18 équipes de santé publique au Québec, dans 18 régions du Québec, qui couvrent l'ensemble du territoire. Et ces équipes régionales supportent des équipes locales et sont supportées par des équipes nationales. Alors, une équipe régionale, c'est fondamentalement une équipe transdisciplinaire, je dirais, parce que, comme Marie-France l'a bien expliqué, notre rôle, c'est d'adresser tous les déterminants de la santé et du bien-être. Donc, ce qu'on retrouve dans une équipe régionale, ça va être des anthropologues, des sociologues, ça va être des géographes, ça va être des épidémiologistes, ça va être des hygiénistes industriels, ça va être des
des infirmières, ça va être des médecins, bien sûr. On a 3 spécialités médicales principalement qui se côtoient dans nos équipes. Il y a des médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive, mais il y a des spécialistes en santé au travail et des spécialistes en médecine familiale principalement. Et on va retrouver aussi des éducatrices spécialisées, on va retrouver des travailleurs sociaux, on va rencontrer ensuite de ça des gens qui sont des gestionnaires, qui sont formés en gestion pour pouvoir animer un petit peu toutes ces équipes-là. Et j'en passe parce que j'en oublie, il y en a beaucoup. Et donc, ces équipes régionales-là supportent le travail concret qui se fait au niveau de chacune des localités du Québec on peut les diviser en MRC. On les a divisés souvent en réseau local de services, mais c'est plus simple, en tout cas dans ma conception, de parler des municipalités régionales de comté ou de territoires de CLSC, si vous voulez. Et là, dans les équipes locales, encore une fois, c'est toujours très multidisciplinaire, mais j'insiste sur le mot transdisciplinaire parce que tout le monde travaille ensemble et s'échange les réflexions, s'échange les propositions d'action, etc. Et ces gens-là travaillent auprès de la population, mais comme la santé publique, c'est une médecine de population, avec qui on travaille, ça va être avec des organismes communautaires, ça va être avec des écoles, ça va être avec des municipalités, ça va être avec des entreprises, ça va être avec tout ce qui représente un peu la vie sociale de notre société. Et l'idée étant fondamentalement d'agir sur l'ensemble des déterminants de la santé, comme Marie-France l'a bien expliqué tout à l'heure. Et finalement, pour supporter tout ce beau monde-là, il y a des équipes nationales. Au niveau national, on va retrouver des équipes au ministère de la Santé et des Services sociaux, mais on va retrouver aussi des équipes à l'Institut national de santé publique qui représente un peu une troisième ligne, une ligne d'expertise, une ligne de recherche, une ligne d'approfondissement des connaissances et qui va permettre à tout le monde d'orienter le travail. On travaille tous à travers un certain nombre de lois qui définissent nos rôles et responsabilités. La loi sur la santé, les services de santé et les services sociaux d'une part, mais aussi la loi de santé publique, la loi sur la santé et sécurité au travail, etc. Et la loi de santé publique en particulier nous oblige le gouvernement, en fait la partie ministérielle, à préparer chaque année, chaque 10 ans, j'allais dire chaque année, chaque 10 ans, un plan national de santé publique et chaque région doit s'approprier ce plan-là, le mettre à la sauce régionale et préparer des plans régionaux des plans d'action régionaux en santé publique qui se découlaient en plans d'action locaux et qui actuellement, depuis 2015, doivent s'adapter au niveau local, mais sans faire nécessairement de plan local. Hein. Et donc, c'est à travers toute cette planification, cette action concertée que l'action de santé publique se déroule et pour intervenir sur tous les déterminants qu'on a vus tout à l'heure. Pour que ça soit fluide, ces histoires-là, ça implique beaucoup de concertation. Alors, on a de ce qu'on appelle des tables de concertation. Les directeurs et directrices de santé publique des 18 régions du Québec se rencontrent régulièrement, puis depuis la pandémie, c'est à tous les soirs, pour se concerter sur comment est-ce qu'on va agir le plus efficacement possible pour s'échanger nos bonnes pratiques, pour s'échanger des situations difficiles et pour pouvoir prendre des décisions qui vont avoir un sens
pour tout le monde, mais qui va être ensuite, qui seront toujours adaptés à la réalité régionale et locale. Donc, il y a cette table-là. Et pour chacun des grands domaines des fonctions de santé publique, on a aussi des tables. Comme Marie-France l'a dit, la première obligation que nous avons, c'est de surveiller l'état de santé de la population et pouvoir informer la population en conséquence de son état de santé. Donc, on aura une table nationale de surveillance. Ensuite de ça, on a une table en maladies infectieuses, une table du côté de la prévention-promotion. On a une table du côté de la santé au travail. Et j'espère que j'en oublie pas. Mais donc, ça reflète les grandes fonctions de santé publique auxquelles je voudrais arriver. Mais avant d'y arriver, je voudrais juste mentionner que tout le travail que la santé publique fait, elle ne le fait jamais seule, elle le fait toujours en partenariat avec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un réseau étendu de partenaires qui passe par l'ensemble du monde municipal, l'ensemble des autres ministères et organisations. Les directeurs de santé publique participent au comité aux comités administratifs régionaux, ce qu'on appelle les CAR, où on retrouve les différents ministères et organisations. On travaille étroitement avec beaucoup d'organismes communautaires, sinon presque tous, avec les écoles et tous les autres regroupements là, quand il s'agit de santé au travail pour les entreprises, etc. Alors, c'est donc une mobilisation importante qui est un peu souterraine dans le sens que ça ne fait pas nécessairement beaucoup de bruit et qui travaille étroitement tous ensemble à créer la santé et le bien-être et à éviter les méfaits des catastrophes quand elles surviennent. Au-delà dans le quotidien, dans chaque région du Québec, on a des médecins qui sont de garde 24/7 toute l'année pour être en mesure d'intervenir rapidement en cas de besoin et qui sont en mesure de mobiliser aussi des équipes. Donc, en termes de protection, là, c'est ce que les gens connaissent le plus à cause de la COVID, là, mais cette protection-là, elle s'étend à tous les événements, que ce soit des événements environnementaux, climatiques, etc. Alors, donc, les différents rôles de la santé publique, comme vous le voyez, sont assez variés et comprennent, au-delà des différentes rubriques que je vous ai mentionnées, surveillance, protection, promotion, prévention, il y a aussi et dans le mandat du directeur de santé publique, de mobiliser l'intersectoriel, puisqu'on parle de l'ensemble des déterminants de la santé. Puis quand Marie-France parlait du budget, qu'elle disait, ben, ça serait le fun que tous les autres ministères qui ont un rôle important à jouer pour la santé des gens, ben, qui aient aussi les ressources nécessaires pour faire leur job. Ben, le directeur régional de santé publique a aussi un rôle de mobilisation de l'ensemble de ces ressources-là dans sa région et donc de travailler avec tous ces groupes-là pour produire collectivement de la santé. Au-delà de ça, évidemment, on a toutes les situations d'urgence sanitaire que tout le monde connaît beaucoup mieux maintenant parce que ça nous a été... avec la COVID, c'est vraiment quelque chose qui est assez clair, je pense, pour tout le monde, le rôle de la santé publique dans cette situation-là. Alors, ça m'amène, je suis un peu rapide, évidemment, mais vous allez pouvoir, à travers vos questions, pouvoir approfondir si vous le désirez. Alors, quels ont été les impacts de la réorganisation de 2015 des services de santé et des services sociaux? Bon, écoutez, le titre de la loi, c'était l'abolition des agences. En réalité, ça n'a pas aboli beaucoup les agences. Ça a transféré le mandat des agences à certains établissements. Et ce qu'on a aboli, en réalité, c'est tous les mécanismes de gouvernance locaux.
pour créer des immenses centres intégrés de santé des services sociaux qui ont eu la fonction et à la fois d'agence et à la fois de donner les services qui étaient distribués un peu sur l'ensemble du territoire auparavant avec une gouvernance propre. Alors, on a une gouvernance plus centralisée. Pour ce qui est de la santé publique, qui était à l'intérieur des agences, toutes les directions de santé publique régionales dont je viens de vous parler, elles ont été tout simplement transférées. C'est comme si on avait changé de fiduciaire. Dans chacune des régions du Québec, il y a au moins un CIS ou un CIUS qui a eu la responsabilité, qui a hérité des rôles et responsabilités des agences à l'égard des directions de santé publique. Alors, les directions de santé publique, en fait, ce que les agences avaient le devoir de faire selon la loi, c'était de fournir au directeur régional de santé publique toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place et réaliser le plan d'action régional qui découle du Programme national de santé publique. Alors, c'est maintenant des CIS et des CIUS particuliers qui ont cette responsabilité-là. Dans la plupart des régions du Québec, il y a eu une intégration. Il y a un CIS ou un CIUS qui en fait couvre exactement la même région que l'agence. Donc, ça a été un transfert un peu unique. Dans le cas de Montréal, dans le cas de Montérégie, dans le cas de la Gaspésie-les-Îles, nous avons plusieurs CIS. Donc, il y a un des CIS qui abrite, qui est un peu le fiduciaire de la direction régionale de santé publique. Le directeur travaille avec les différents CIS de son territoire pour pouvoir mettre en œuvre au niveau local les responsabilités de santé publique. Ça a été en termes structurels. Évidemment, l'impact majeur, c'est qu'au-delà de l'impact structurel, c'est l'impact budgétaire. Marie-France l'a expliqué, les coupures ont été de l'ordre de 30% en principe. En pratique, c'est rajouté à ça des ajustements selon la structure de population. Alors, dans une région comme la Gaspésie-les-Îles, dont la population est en décroissance. On a une décroissance démographique importante parce que nos jeunes s'en vont travailler dans les grands centres et puis la population vieillit à un rythme accéléré à cause de cette migration. On a eu des coupures supplémentaires parce qu'on était supposément trop riches. On avait trop d'argent pour la population qu'on avait en principe. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec des équipes très réduites. Ça a créé énormément de souffrance, cette période-là, dans les équipes. Et vous comprenez que toute la complexité du mandat, d'aborder tous les déterminants, de travailler avec plein de partenaires, on travaille vraiment dans la complexité, on travaille dans la relation. Et du jour au lendemain, de couper ces relations-là, ça ne se reconstruit pas tout seul. Alors, c'est extrêmement long. Alors ça a été un effet important et ça s'est manifesté un peu au tout début de la pandémie où les équipes ont dû délester totalement pratiquement tout ce qu'ils faisaient sauf pour se concentrer entièrement vers la COVID. Heureusement, il y a eu dans la dernière année quand même beaucoup d'investissements qui sont venus pour nous permettre d'engager des retraités, d'engager toutes sortes de monde qui ont pu s'occuper plus de la COVID et on peut commencer à reprendre maintenant toutes nos activités qui sont quand même essentielles, mais qui ont été en grande souffrance. Alors, ce qui fait que dans l'autre élément, par contre, que je dois dire, dans la restructuration, puis en mettant la direction de santé publique à l'intérieur d'un CIS ou d'un CIUS, c'est que, alors que l'agence avait par définition une vision régionale et s'occupait de plusieurs autres établissements, les centres de santé et des services sociaux, les responsables des CIS et des CIUS, les PDG, souvent, ce sont des gens qui étaient issus de l'un de ces CSSS.
mais souvent n'avaient aucune notion de ce que ça pouvait être la santé publique réellement. Ce qui est tout à fait pas de leur faute, là. Ça fait partie de la culture générale d'ignorer ce que fait la santé publique, tellement c'est complexe et souterrain d'une certaine façon. Alors, les gens ont de la difficulté à comprendre la différence entre une approche populationnelle, dans le sens où c'est une population que l'on soigne, c'est une population que l'on accompagne, c'est une population qui se prend en main, versus ce qu'ils ont souvent l'impression qu'une approche populationnelle, c'est juste desservir le plus de monde possible. Alors, l'approche clinique habituelle, quand dans la culture des cliniciens, c'est souvent une trajectoire de service, s'assurer que personne ne tombe dans un trou, mais qu'on part d'une personne, on la suit. Alors, la santé publique est indépendante de cette trajectoire-là. C'est vraiment autre chose. Et souvent, dans certaines directions de santé publique, se sont retrouvés à être un peu pris dans une logique qui n'était pas cohérente avec sa culture. Et ce qui a fait mal aussi à la santé publique, c'est qu'il y a eu des pressions de certaines directions pour pouvoir s'accaparer certains secteurs de la santé publique qui leur semblaient faire partie de trajectoires de service, et principalement du côté de la jeunesse. Alors, le sous-ministre a suggéré de faire une espèce d'expérience pendant 2 ans, puis de confier des services de santé publique à d'autres directions à l'intérieur des CIS et des CIUS, et ce qui a eu un effet un peu désastreux. Et finalement, c'est qu'une fois qu'on transfère des équipes, c'est très difficile de les rapatrier. On est là-dedans actuellement, où on essaie de rapatrier l'ensemble de nos équipes pour pouvoir les ramener dans les équipes de santé publique avec la culture de santé publique et éviter l'approche strictement clinique là, qui oublie d'être en amont, mais qui répond beaucoup plus aux besoins qui sont exprimés plus que les besoins qui sont anticipés. Alors, c'est un petit peu ça que je dirais comme introduction pour mettre la table. Et puis, je suggère qu'on y aille avec les questions le plus rapidement possible. Et d'une part, moi, je peux en répondre à un bout, mais après ça, ouvrir aussi rapidement à la discussion plus large avec Marie-France aussi. Merci, M. Bonny-Vigé. J'avais une question d'abord, je m'en permets une. J'aurais aimé entendre parler un petit peu de ce qui vous préoccupe particulièrement dans votre région en termes de déterminants sociaux. Donc, on a parlé beaucoup à Montréal, par exemple, du logement. J'imagine que ce n'est pas vraiment le même portrait du tout en Gaspésie. Donc, quels sont les déterminants les plus inquiétants ou les questions sur lesquelles vous êtes le plus interpellé ou appelé à agir ou à faire des recherches? Comme je le mentionnais, on est une région qui est probablement la plus vieille du Québec à cause du départ des plus jeunes. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de vieux, c'est qu'il y a moins de jeunes. Donc, proportionnellement, il y a plus de vieux. Il y a on est aussi dans une structure de transition économique importante. La Gaspésie a souvent été un pays super beau. C'est une nature merveilleuse qui a beaucoup de forêts, donc il y a beaucoup d'emplois forestiers. C'est des côtes riches en poissons, qui ont été riches en poissons pendant longtemps, puis à un moment donné, il y a eu des pertes. Donc, la vie traditionnelle gaspésienne était beaucoup axée sur l'exploitation des ressources naturelles premières, sans beaucoup de transformation. Et ces personnes qui ont vieilli, évidemment, n'ont pas nécessairement une éducation très, très poussée parce que le travail qu'ils avaient à faire était peu
exigeant du point de vue technique comme tel. C'était beaucoup très, très exigeant du point de vue physique, du point de vue d'éducation, puis du point de vue de persévérance, mais beaucoup moins en termes de connaissances. Et ça a créé des situations où on a des revenus très bas, on a des problèmes de littératie importants. Et donc, il y a beaucoup d'inégalités sociales de santé, des inégalités sociales dues à la structure de la société gaspésienne et madeleinienne, sur laquelle on se penche énormément parce que ça a beaucoup de conséquences sur la santé. Les jeunes familles, parfois qui restent, ont parfois peu de moyens et donc on a des problématiques avec des jeunes qui ont besoin de beaucoup de services, mais qui sont dispersés sur un très large territoire. Alors, on travaille beaucoup sur actuellement essayer de plus cerner ces inégalités de santé. On travaille beaucoup sur les déterminants économiques de la santé aussi. Et ça, en collaboration avec le Bas-Saint-Laurent, on est en train de travailler sur un projet un genre de projet pilote d'assurance revenu de base pour que les gens puissent avoir au moins pouvoir toujours compter au moins sur le minimum pour pouvoir se nourrir convenablement, se loger convenablement, se vêtir convenablement, pouvoir communiquer, pouvoir se transporter, etc. Bref, que l'égalité de droit de la Déclaration universelle des droits de l'homme se réalise dans les faits et non pas juste dans les textes. Alors, on travaille beaucoup là-dessus avec l'ensemble de la société, que ce soit en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent actuellement sur ces choses-là. Alors, c'est un peu les axes principaux. Bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir nos fonctions de base en maladies infectieuses, nos fonctions de base en santé environnementale. Du côté de la santé environnementale, les changements climatiques vont nous impacter beaucoup en termes d'érosion côtière et en particulier pour les îles de la Madeleine, où l'élévation éventuelle du niveau de la mer va créer des problèmes sérieux. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on est en Gaspésie et aux îles. Parfait, merci. On voit qu'il y a beaucoup de préoccupations sur la question de la santé mentale. Une question demande si dans ces équipes-là que vous avez, je pense, localement, est-ce que vous avez nommé toutes sortes de spécialistes qui en font partie? Est-ce que vous avez nommé des travailleurs sociaux, mais est-ce qu'il y a aussi des psychiatres ou des psychologues qui en font partie? On n'a pas à la direction de santé publique de psychiatres, mais on travaille étroitement avec des psychiatres. Mais on est plus en amont on est plus en santé mentale qu'en maladie mentale. Alors, ce qu'on a mis en place dernièrement, parce que ça nous manquait là, avec les coupures, mais on a réussi à avoir des budgets pour mettre en place des agentes de promotion de la santé dans chacune des MRC. On a 2 agentes de promotion de la santé. Une qui travaille sur les saines habitudes de vie plus classiques en termes de nutrition, en termes d'activité physique, en termes de cohésion sociale, là, dans le sens de soutien aux municipalités pour qu'ils prennent des bonnes décisions quand ils décident de faire un parc ou de ne pas faire un parc, ou des choses comme ça. Puis une autre qui est plus centrée sur justement les aspects de santé mentale, l'estime de soi, la capacité d'entrer en relation avec les autres, les alternatives à l'utilisation de psychotropes quand les choses ne vont pas bien. Alors, on est vraiment mieux équipé maintenant avec ces agents de promotion de la santé pour pouvoir faire justement cette approche plus intégrée au niveau de la santé mentale. On essaie vraiment de toujours travailler en amont en termes de santé publique. C'est sûr qu'on a aussi on développe des équipes de sentinelles, des gens qui, dans les milieux, sont capables de repérer des gens qui sont un peu en détresse pour être capables de les référer rapidement à des services.
mais c'est un peu, on est déjà un petit peu trop loin. On est déjà avec des gens qui ont déjà des problèmes. On essaie de ne pas se rendre là, mais on a ça. Et dernièrement, avec un nouveau financement encore qu'on vient de recevoir, on prépare le rétablissement de la COVID avec des équipes renforcées. Nos agents de promotion de la santé vont se voir appuyés par une autre personne de plus dans chaque MRC pour pouvoir préparer le rétablissement suite à la COVID. Et ça, on développe à travers ça un projet qu'on appelle des éclaireurs, qui vont permettre un peu comme les sentinelles qui travaillent plus en termes de prévention du suicide, mais qui vont travailler vraiment en prévention de toute la détresse psychologique qui pourrait survenir plus les mesures se prolongent, plus on voit apparaître ce genre de détresse-là, d'anxiété, etc. Parfait. Plusieurs questions portent aussi sur comment, bon, vous dites que vous travaillez vraiment avec les écoles, vous avez beaucoup d'inquiétudes pour les aînés, mais c'est des questions, c'est des préoccupations, c'est des situations qui sont, j'imagine, très locales. Vous n'avez pas de gros rapports avec des gros chiffres pour travailler là-dessus. Donc, comment faites-vous pour entendre leur voix, que ce soit, c'est ça, les jeunes qui vivent beaucoup de difficultés en ce moment, les adolescents, par exemple, avec la pandémie, l'isolement. Donc, est-ce que c'est par le biais d'organismes communautaires que le lien se fait? Comment ça se fait concrètement? Ça se fait beaucoup par les organismes communautaires, bien sûr, d'une part. Nous avons au-delà, j'ai parlé des agents de promotion de la santé, mais on a aussi des organisateurs et organisatrices communautaires qui supportent justement les organisations communautaires, mais réciproquement nous ramènent tout l'ensemble des préoccupations. On travaille aussi beaucoup avec quand même les autres directions des CIS et des SUS qui, eux, voient des cas cliniques. Par exemple, on nous a alerté dernièrement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des idéations suicidaires, en tout cas beaucoup plus que ce qu'ils voyaient d'habitude. Donc, on comprend que l'isolement dans lequel ils sont peuvent être à l'origine de ça. Alors, c'est un petit peu, comme on est en lien aussi avec tout le monde municipal, avec le monde scolaire, ben, on parle avec les directeurs, directrices d'école, etc. Donc, c'est comme ça ça nous remonte beaucoup. Par ailleurs, quand même, on a une épidémiologiste là, qui est appuyée par un ancien collègue qui travaille beaucoup à regarder les banques de données, à suivre les différentes enquêtes, puis à faire les liens à travers le temps entre l'évolution des enquêtes pour nous donner un peu aussi un sens de ce qui est le plus prédominant dans l'ensemble de la population à partir des données objectives. Parfait. Prochaine question. Quel est l'intérêt scientifique, ben justement, on y a répondu à partie, mais de concevoir la mission de la santé publique au niveau local ou régional? Bien, le principe de base de la promotion de la santé, c'est basé sur la Charte d'Ottawa qui découlait du... France a parlé du rapport de 1974, mais en 1984, il y a eu une réunion internationale à Ottawa où on a fixé un peu les grands paramètres de la promotion de la santé. Et c'est fondamentalement basé sur d'abord redonner aux personnes le pouvoir d'agir sur leur santé, redonner aux communautés leur pouvoir d'agir, créer des environnements favorables à la santé, s'assurer que le système de santé lui-même est réfléchi en termes de promotion et de prévention et qu'on soit capable aussi d'influencer les politiques publiques pour pouvoir s'assurer que c'est des politiques qui vont préserver et améliorer la santé. Alors, tout ça, ça ne peut pas se faire si ce n'est pas incarné au niveau local d'abord. Et ça ne peut pas se faire au niveau local si les gens qui sont dans l'action ne sont pas soutenus par des gens qui ont un peu de temps pour s'asseoir et réfléchir, qu'on retrouve au niveau régional dans ce qu'on appelle les agendes de planification, programmation et recherche. Mais tous ces gens-là eux-mêmes
peuvent pas faire ça s'ils n'ont pas des chercheurs et des gens, des médecins ou toutes sortes d'autres professions qui sont dédiés à améliorer les connaissances et qu'on retrouve à l'Institut national de santé publique et qu'on retrouve aussi parfois au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, tout ça se tient. C'est un édifice c'est un maillage essentiel. On ne pourrait pas réfléchir à faire de la santé publique sans en enlevant une de ces parties-là. Bon, j'ai eu plusieurs questions aussi sur la réforme Barrette. Donc, ça fait déjà un bout. Ce qu'on comprend, c'est que ça a eu des impacts majeurs. Est-ce qu'il y a eu des initiatives, des choses, des améliorations qui sont faites depuis? Et comment on peut justement contrer peut-être les impacts négatifs donc de cette réforme sur la capacité d'intervention de la santé publique dans les prochaines années? Bien, le problème, je pense, fondamental de la réforme a été l'hypercentralisation. Puis je pense qu'on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Là, vous avez eu l'exemple très éloquent des CHSLD sans cadre, sans personne responsable. Ben, c'est vrai à plusieurs autres niveaux. Je pense que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il va falloir réinvestir au niveau local pour que le niveau local puisse se donner sa propre gouvernance aussi. Il y a la sensibilité aux effets locaux se perd, plus on remonte, puis plus on centralise. Donc, je pense que le balancier revient tranquillement pour redonner au niveau local beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de pouvoir. Ça se fait à l'intérieur des structures actuelles parce qu'on n'a pas envie de prendre des années pour rechanger la structure pour l'instant. Je pense que dans les faits, de plus en plus, il y a il y a un réinvestissement qui va se faire au niveau local pour pouvoir redonner ce pouvoir-là aux gens, puis pouvoir être capable d'ajuster les services aux besoins réels de la population. Bon, j'en prends une dernière, puis ensuite, j'en ai déjà noté pour les questions communes, mais bon, vous avez évoqué beaucoup la question des changements climatiques, des préoccupations environnementales. Donc, comment prenez-vous compte de ces enjeux-là? Comment s'opère la liaison avec la loi sur la santé publique, qui, j'imagine, au départ, était beaucoup moins portée vers ces enjeux-là? Ben, il y avait en germe, de toute façon, ces enjeux-là dans la loi. Là, quand on parle d'environnement favorable, on comprend que quand on voit nos routes tomber, puis les maisons s'en aller dans la mer, c'est pas des environnements favorables et qu'il y a déjà ça. Alors, puis je pense qu'il y a depuis longtemps en santé publique une préoccupation sur les environnements comme facteur déterminant de santé. Alors, ben, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'une part en collaboration avec le niveau national pour ce qui est de tous les aspects scientifiques de base, là, mais on travaille aussi avec les acteurs locaux, les municipalités, les organisations de sécurité civile et avec les populations plus directement concernées là, par les changements climatiques. Dans notre cas, comme je vous le dis, c'est principalement l'érosion. Bien sûr, il y a quelques îlots de chaleur, puis on va travailler, par exemple, un peu ironiquement, là, les îlots de chaleur qu'on a, c'est les stationnements autour des hôpitaux. Alors, on travaille avec le CIS pour essayer de faire comprendre qu'il pouvait planter des arbres un petit peu plus, puis ça réglerait beaucoup de choses. Mais c'est pas un gros problème en Gaspésie, la chaleur, là, encore, puis pas pour quelques années. Alors, mais l'érosion, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment important. Et donc, on travaille avec tous nos élus municipaux, comme je le disais, la sécurité civile, le ministère du Transport, les autres ministères impliqués là-dedans.
Parfait. Donc, on est rendu à l'étape où on repense un peu à tout ce qui a été dit et on voit s'il y a des questions donc, plus globales qui émergent. Donc, beaucoup de choses ont été dites ce soir. Donc, si je reviens à la présentation de Mme Reynaud, donc il a été question de tout ce qui est fait, ce qui est fait en amont, donc qui est vraiment le cœur de la santé publique. Donc, tout ce qui est la conception globale de la santé, les déterminants de la santé qui jouent un rôle vraiment important sur la suite des choses. Donc, autant sur toute la question de la défavorisation. Donc, ça va vraiment aussi de la question du décrochage, d'insertion en emploi. Donc, puis ça amène aussi des conséquences sur la santé, directement là, à long terme, donc sur l'espérance de vie. On a parlé aussi de comment des fois les organismes communautaires, comment la santé publique peut servir, donc avec des données vraiment solides, scientifiques, peut aider dans le fond les organismes communautaires, militants à défendre des points, à attirer l'attention sur leurs préoccupations. Il y a aussi donc le cas de l'Australie qui était intéressant, donc qui utilise vraiment, donc, qui inclut la question de la santé publique dans toutes ses politiques. Donc, on n'en est pas là. Monsieur Bonnier-Vigé, vous nous avez fait faire un petit voyage dans tout ce qui est le local, le régional, le national. Donc, on comprend un peu mieux comment tous ces gens-là travaillent ensemble, comment les liens avec les différents milieux, donc autant les jeunes que les personnes âgées, tout ça, comment ça se vit, donc comment vous allez chercher vos informations. Donc, on a parlé aussi de tout ce qui est, donc évidemment, l'impact de la réorganisation, donc de la réforme Barrette. Donc, évidemment, il y a eu toute une restructuration, beaucoup de pertes de financement. Donc, ça nous amène à plusieurs questions. Donc, évidemment, il y en a plusieurs déjà qui sont entrées. Donc, Mme Reynaud, Monsieur Bonnier-Vigé, je vous invite à répondre quand vous vous sentez interpellé. Donc, j'en ai une ici. Donc, c'est vrai, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de saines habitudes de vie. Donc, mais pourquoi cette orientation-là alors qu'on connaît l'impact des conditions sociales? Donc, est-ce que agir sur les conditions sociales ne devrait pas être l'objectif central de la santé publique? C'est sûr que si vous me posez la question à moi, je vais vous répondre oui. Je ne suis pas certaine que tout le monde aurait cette réponse-là. Il y a beaucoup de demandes pour les saines habitudes de vie. Il y a eu beaucoup de financement aussi qui est venu par des fondations privées pour travailler sur les saines habitudes de vie, là, qui a été aussi un considérant dans les choix. Mais je pense qu'il y a moyen de travailler de plusieurs façons sur les saines habitudes de vie et les habitudes de vie, tant qu'à moi, ils sont complètement tributaires des conditions de vie des gens. Et c'est certain qu'il y avait un chercheur qui avait publié dans le British Medical Journal qui disait « Il n'y a rien qui vous donne autant de pouvoir que de l'argent dans vos poches sur vos habitudes de vie. » Et puis, c'est tout à fait vrai, là. Alors, travailler sur les environnements, c'est plutôt comme ça que la santé publique travaille maintenant, les environnements favorables à avoir des bonnes habitudes de vie. Par exemple, à Montréal, je m'excuse de parler de Montréal, mais c'est ce que je connais. Il y a quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la sécurité des quartiers pour les piétons. Et c'était clair que les piétons dans les quartiers plus défavorisés, centraux, étaient beaucoup plus à risque que dans d'autres quartiers. Donc, sur la question de favoriser le transport actif, il y a eu une façon de travailler qui faisait en sorte que ça rééquilibrait là, dans les quartiers la défavorisation sociale. Il y a moyen de travailler ça comme ça, là, plutôt que
en faisant de l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, c'est beaucoup moins populaire dans nos approches, là, de dire aux jeunes de manger leurs carottes et puis de faire de l'exercice. Là, on a pas mal abandonné ça. Là. On cherche plutôt à améliorer les environnements. Tout à fait. Puis, quand on parle d'environnement, l'environnement économique est fondamental. L'environnement relationnel et économique est fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des solutions simples qui sont facilement applicables et qu'on travaille, entre autres, comme je le mentionnais, sur un projet d'assurance revenu de base pour s'assurer que tout le monde va toujours avoir tout ce qu'il faut pour veiller à ses besoins de base. Et à partir de là, il me vient juste un vieux proverbe en tête, là, ventre affamé n'a pas d'oreille, là, mais à partir du moment où les gens ont déjà ce qu'il faut pour que leurs besoins de base soient remplis, bien, le reste va venir un peu. C'est la partie d'éducation. Bien, la plupart des gens qui sont autour de la table sont probablement des gens relativement éduqués. Probablement parce qu'ils ont eu la chance aussi d'avoir leurs besoins de base déjà assurés, parce qu'autrement, c'est extrêmement difficile. Donc, oui, effectivement, changer les conditions sociales, c'est certainement une première chose essentielle à faire. Bon, une question intéressante aussi, c'est vrai qu'on a entendu toutes sortes de choses que les gens de la santé publique ne s'entendaient pas toujours. Bon, évidemment, la politique n'a pas toujours suivi non plus les recommandations de la santé publique, mais aussi à l'intérieur même des directions de la santé publique, souvent, c'est ça, c'est pas tous les scientifiques, les professionnels qui ont les mêmes avis sur les différentes questions. On disait aussi des fois que l'INSPQ ne suivait pas non plus nécessairement les autres. Donc, comment tout ça peut fonctionner ensemble? Puis, est-ce qu'il y a de la place pour les gens qui ont qui ont une autre perspective ou qui ne pensent pas exactement comme les autres? Il y a certainement de la place. Je pense que Yves peut répondre aussi bien que moi, mais effectivement, on travaille sur des enjeux complexes. Hein. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait la même interprétation des données, de la littérature. Et puis, les gens en santé publique, pour le meilleur ou pour le pire, c'est souvent des gens qui sont très motivés, qui sont très engagés, hein, qui sont venus en santé publique pour changer le monde. Et souvent, ça vient avec, disons, un investissement émotif de son dossier qui est très grand. C'est souvent le rôle, puis Yves pourra commenter, des directeurs régionaux de santé publique de faire le partage parce que tout le monde trouve que son dossier et sa façon d'approcher est la plus importante et tant mieux, ça fait des gens motivés. Mais les directeurs ont à faire des arbitrages en fonction de... Vous savez, on ne peut pas gagner toutes les batailles, puis des fois, c'est mieux de commencer par tel ou tel, mais je vais le laisser élaborer là-dessus. Là. Mais il y a des raisons stratégiques aussi où les directeurs de santé publique font des choix à l'intérieur de leur organisation. Oui, bien sûr. Je pense que tu l'as dit, ce qu'il faut comprendre, c'est la complexité dans laquelle on est. Donc, puis qui dit par complexité, dit pas de relation nécessairement entre les efforts que l'on met et les résultats que l'on obtient. Donc, c'est pas... il faut savoir lire l'environnement, savoir toujours être prêt à saisir tout ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité. Donc, il y a comme... pour travailler en santé publique, en amélioration de la santé, il faut avoir une vision très, très large et connaître l'ensemble des déterminants. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité de faire avancer un petit bout, bien, de mettre rapidement les efforts nécessaires pour que ce petit bout-là avance, puis après ça, faire avancer l'autre bout. Parce que ça avance pas de façon linéaire, systématique.
tout le monde sait que la pauvreté ou la malnutrition, c'est pas bon pour la santé. Mais il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais pourtant, si vous regardez, il y a encore du monde qui meurt de faim. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim sur la Terre. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent de faim dans nos propres sociétés. Alors, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de réel. Mais une fois qu'on le sait, alors on n'est plus dans la science après ça, là, comme tel. Alors, on n'est plus dans la connaissance, on est dans la capacité d'agir ensemble pour changer les choses. Et ça, bien, effectivement, ça demande un mélange de savoir-faire, de savoir tout court, puis de savoir-être aussi, puis de savoir être ensemble et de savoir fédérer à un moment donné toutes les forces pour que les choses changent. Dernièrement, on a beaucoup travaillé, par exemple, autour des changements sur la loi sur la santé et sécurité au travail, puis la loi sur les accidents au travail et les maladies professionnelles. C'est en cours actuellement dans l'étude article par article au niveau du Parlement. La santé publique a joué un rôle important, je pense, depuis déjà 2 ans, à prévoir que ces changements-là allaient s'en venir, à s'assurer qu'on était capable d'établir des relations. En complexité, ce qui est important, c'est la relation. D'établir des relations avec tous les acteurs, travailleurs, et même on est allé, et même le patronat, pour faire comprendre à tout le monde que c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la société que tous les travailleurs et travailleuses soient en santé, que le travail ne soit pas un milieu où on perd sa santé, mais un milieu où on peut l'améliorer aussi. Donc, tout le travail qu'on fait ne donne pas des résultats immédiats et il est à très long terme. J'ai beaucoup de difficultés à faire comprendre ça des fois à mes collègues de direction d'autres secteurs parce que on est habitué à parler de performance en regardant le nombre de personnes qu'on a guéries, le nombre de personnes qu'on a sauvées, etc. Mais en santé publique, il faut savoir qu'on agit un peu comme un ferment, comme une levure. Puis c'est vraiment toute la société qui doit changer, qui s'empare d'un mouvement et qui se transforme tranquillement. Puis des fois, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Ce sont des mouvements. Il faut savoir être patient en santé publique. Bon, une petite question rapide, parce qu'on n'a pas parlé des personnes incarcérées au Québec. Donc, quelle est l'influence de la santé publique sur l'amélioration des conditions de détention de ces personnes-là? As-tu des choses concrètes là-dessus, Marie-France? En fait, avec la COVID, ça a aidé à, disons, pénétrer ces milieux-là. Il y avait déjà des initiatives quand même, là, notamment. J'en parle dans mon département au CHUM. On avait déjà des liens, là, santé publique avec les intervenants des établissements, les infirmières qui travaillaient dans les prisons. Mais il reste que ce n'est pas un milieu qui était très investi beaucoup pour des raisons de non-connaissance réciproque, je dirais. Puis j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont faits maintenant avec la COVID, puisqu'il a fallu intervenir. C'est des milieux très à risque, c'est des milieux qu'il a fallu privilégier, c'est des milieux où il y a eu des éclosions. Et j'espère que cette connaissance mutuelle-là va amener d'autres collaborations. Alors, oui, concrètement, les milieux de vie d'incarcération, on les connaissait mal, je pense, avant la COVID. Puis effectivement, ça, c'est un effet positif peut-être de la COVID. Nous aussi, on a eu à gérer des éclosions dans ces milieux-là. Et ça a amené une collaboration très intéressante. Et évidemment, une réflexion sur les milieux de vie. S'il y a eu des éclosions, c'est que la capacité des gens de vivre
sans trop de promiscuité étaient souvent compromises par la façon dont les prisons sont organisées. Donc, il y a une réflexion qui va devoir se poursuivre par la suite. Mais la santé publique, par rapport au phénomène de l'incarcération, essaie de toujours travailler en amont. On a des programmes qu'on a évalués qui permettent de réduire considérablement la délinquance et donc éventuellement le risque d'emprisonnement. Quand on a des programmes comme ce qu'on appelle les programmes de soutien à la petite enfance, là, les programmes CIP. Écoutez, on travaille avec des familles qui déjà ont des déterminants qui permettent de croire que les enfants qui vont être élevés dans ces familles-là vont avoir une grosse tendance à la délinquance. On essaie d'accompagner ces familles-là et les évidences du programme sont qu'effectivement, le taux de délinquance diminue quand ces familles-là se sont investies et qu'on a pu les accompagner correctement. Il y a aussi des choses aussi simples que quand on parlait des environnements favorables, toutes les expériences qui sont faites, je reviens souvent avec le revenu de base, mais toutes les expériences de revenu de base qui sont faites ont toujours démontré que les populations qui avaient bénéficié d'un revenu de base ont vu la délinquance diminuer dans leur environnement. Donc, il y a plein de choses comme ça là, sur lesquelles on va travailler plus en amont, mais les conditions de vie comme telles spécifiques, oui, on les a plus appris avec la COVID, en tout cas chez nous. Merci. Pour la dernière question, on commence à se faire tard. J'en mélange deux ensemble. Disons que c'est une question en deux volets. Donc, comment influencer les priorités de la santé publique, que ce soit en région ou à Montréal? Et enfin, comment on peut aussi renforcer le pouvoir d'intervention de la santé publique sur les prises de décision de nos gouvernements? Qui finalement, c'est parce que ce sont eux qui ont une incidence là, sur les déterminants de la santé. Grande question, je vous laisse à tous les deux y répondre. Je dirais, manifestez-vous auprès de vos directions de santé publique, hein, parce que il y a des fois qu'il y a des problèmes qui sont sous le radar et qui nous sont signalés. Aussi, si vous connaissez des gens qui travaillent dans vos directions de santé publique, ça peut être des bons porteurs de messages. Alors, chez nous, on a eu, à Montréal, on a eu pour les travailleurs d'agence, on avait un ancien travailleur d'agence qui travaillait à la direction de santé publique, qui avait gardé ses liens avec le milieu et qui a amené cette préoccupation-là qui n'était pas très présente. Alors ça, c'est une façon de l'être. C'est sûr que la santé publique s'intéresse, puis je voyais les questions, s'intéresse à ce qui peut avoir un impact populationnel assez important sur la population et ne pourra pas s'investir dans chacune des petites causes individuelles qui sont probablement infiniment valables, mais qui ne sont pas de la mission de la santé publique, qui est de travailler sur les déterminants de la santé de la population. Alors, pour un problème qui est très limité à quelques personnes, quelquefois, ça peut être intéressant aussi pour la santé publique parce que ça peut être un marqueur, par exemple, d'un problème environnemental. On a vu quelquefois là, des cancers rares qui signalaient une contamination environnementale. Il y avait peu de gens qui étaient atteints, mais ça soulevait quand même la question. Alors, moi, je dirais ça dans un premier temps. Là, les directions de santé publique sont présentes aussi dans beaucoup d'instances. Et n'hésitez pas à aller leur parler. Vous pouvez les intéresser certainement. Oui, tout à fait. Puis, et puis parler aussi. En fait, la santé publique, c'est un outil qu'on a dans notre société qui doit nous servir. Et dans la société dans laquelle on vit, qui est une société qu'on peut dire démocratique avec tous les défauts que cette démocratie peut avoir, mais il reste qu'elle est démocratique. Et puis, moi, je rencontre par exemple les préfets, les maires aux 2 semaines à peu près, surtout de ce temps-ci.
Et puis, ben, il me ramène plein d'affaires. Et puis, je pense que vous comme, et nous, comme citoyens et citoyennes, on doit être en relation aussi avec les gens qui nous représentent. Donc, il y a aussi cette façon d'influencer la santé publique à travers les gens qui représentent les gens. Si vous êtes partie d'une organisation communautaire, ben, vos dirigeants rencontrent nécessairement à un moment donné ou à un autre un organisateur communautaire qui va ramener ça à ces réunions d'équipe de santé publique. Et donc, il y a tout un va-et-vient d'informations qui tient de la vie démocratique aussi et qui nous appartient à chacune et chacun d'entre nous de rendre plus ou moins intense. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut influencer certainement la santé publique, autant que la santé publique cherche à influencer la société pour que tout le monde finalement vive mieux. Alors, je pense qu'il faut le voir un peu comme ça. C'est très dynamique. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin au webinaire La santé publique dévoilée, organisé par la Ligue des droits et libertés. Donc, c'est une grande question. Il y aurait certainement eu encore beaucoup à dire. Ça fait quand même presque 2 heures qu'on est privés devant nos écrans. Donc, Marie-France Reynaud, professeure émérite au département de médecine préventive et santé publique de l'Université de Montréal. Yves Bonnier-Vigé, directeur régional de santé publique de la Gaspésie, Île-la-Madeleine et professeur au département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir éclairé nos lanternes et merci aussi à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions intéressantes, allumées, donc en grand nombre. On n'a pas pu tous répondre à toutes les questions, mais on y verra. Je pense qu'il y a des réponses qui sont envoyées dans les prochains jours, hein, quelque chose comme ça par message. Je ne veux juste pas dire oui, c'est ça. Donc, voilà. Nous allons nous retrouver le 7 avril pour le webinaire Outils numériques et services publics. Donc, je vous dis à la prochaine.